Un désordre presque serré au Cameroun. Les petits vieux sont aux abois. Kameko vient de traverser une nouvelle zone de turbulence et les militaires ont marché dans la capitale. Trois clichés, hélas, qui rappellent les événements antérieurs. Pas si identiques que ça, avec les émeutes de la fin de 2008 ou les villes mortes des années 90. Au cas par cas, cependant, la marche des militaires a payé. Le régime n'aime pas les bruits des bottes. Là-dessus, la lecture si facile que fait le benguiste est qu'il y a comme une gestion à géométrie variable de crise au Cameroun. Le paiement s'est fait hink et nounk ici et maintenant pour les militaires, alors que voici bientôt 2 décennies que les ex-employés des sociétés d'État pleurent. Il y a eu des crises sociales, mais la marche des militaires, il faut la comprendre. À propos de la gestion des crises sociales encore au Cameroun, faut-il croire qu'au pays de Paul Biya, seul le recours à la force résout certains problèmes? Pour Kameko, il a fallu un front des passagers. Faut-il aussi croire qu'il y a des Camerounais de première main et d'autres de seconde zone? Cet état de choses donne à interroger l'État qui produit la norme de la régulation, mais qui semble au Cameroun badiner sur l'équité. Depuis que le logement social n'est pas une priorité, depuis que la vie syndicale semble en lambeaux, ou depuis que l'opinion publique appelle un gouvernement, mais qui ne vient pas, même après la tenue de 4 élections. Cette édition est spéciale par l'unité du thème. L'émission est diffusée en direct et simultanément sur Canal International, sur la radio Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canadinternational.net. Canal Presse, voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Bon appétit, Ghislain, Pierre et Sono. Nous allons, comme nous l'avons promis en début de cette émission, essayer de repartir du côté de la région de l'extrême nord, précisément dans le chef-lieu de cette région, à Maroua, retrouver notre correspondant sur place là-bas, Aminou, qui nous donne l'état des lieux de la situation de l'attentat survenu ce matin du côté de Kolofata. Aminou, est-ce que vous nous entendez? Si vous nous écoutez, vous pouvez nous faire un bref résumé de la situation dans la région de l'extrême nord? Oui, je suis à l'écoute. Nous sommes sur la route de Salak pour aller prendre l'hélico pour se diriger vers le côté de Kolofata. Ce matin, il y a eu 2 explosions au niveau de Kolofata dans le quartier latin. Ce matin. Alors, Aminou? Allô? Oui, est-ce que déjà on a une idée en termes de bilan provisoire de l'attentat de ce matin? Oui, ce qu'il faut dire actuellement, nous sommes en train de se diriger vers la route vers Kolofata pour avoir plus d'informations. Vous savez que c'est difficile de déterminer quand on est à Maroua et Kolofata qui est situé peut-être à plus de 80 km de Maroua et nous sommes en train d'aller vers là et nous allons vous apporter toutes les précisions. Vous confirmez l'attentat, on parle de triple attentat, 3 kamikazes qui auraient explosé, 2 à côté d'un puits et 1 à côté d'une église, c'est bien cela? Oui, c'est comme que vous dire, M. Bouba, ce matin nous avons eu le général Bouba du côté de Bomba qui partait vers du côté de Kolofata qui nous a confirmé qu'il y avait double attentat à Kolofata. Et que lui-même, il partait vers Kolofata pour avoir plus d'informations. Et nous-mêmes, on a eu la chance que nous avons peut-être tout à l'heure le gouverneur qui nous attend de côté de l'aéroport pour que nous partons à Kolofata et nous allons vous apporter si vraiment c'est double attentat ou bien si il y a eu des morts ou des blessés, nous allons vous préciser tous les nombres. Merci beaucoup, Aminou. On reste à votre écoute. Nous allons revenir vers vous pour donner le maximum d'informations à nos téléspectateurs minute by minute sur cet autre attentat survenu sur le territoire camerounais. On reçoit maintenant nos différents panélistes tout en précisant que d'ici à la fin de ce programme, nous repartirons du côté de Maroua pour avoir plus de précisions. Et puis nous recevrons d'ailleurs Ebel Olinga qui a effectué une mission il y a quelques heures seulement. Il est de retour d'une mission dans cette région. Il nous parlera du dispositif militaire mis en place de ce côté-là pour rassurer les populations. Alors, on reçoit nos différents
Panéliste Jean-Baptiste Atemengue, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba et bonjour à nos téléspectateurs qui nous regardent ici et ailleurs à l'étranger, compatriotes de la diaspora. Alors, attentat aujourd'hui, hier, il y avait la ville de Douala était à feu, la prison, pour être tout à fait précis, de Newbel. Est-ce que jusqu'ici, on peut avoir une idée de l'origine de cet incendie à répétition dans ce pénitencier? D'après ce que j'ai appris par vos confrères, ce serait des détenus qui se débrouillent souvent à cuisiner, qui auraient déclenché cet incendie. Tout le monde sait que nos prisons, surtout pour une grande ville comme Douala, sont surpeuplées. C'est-à-dire que je crois que les populations carcérales sont plus que le double de ce qu'il faut. Et cela, vu les conditions... On parle d'environ 4000, alors que en termes de capacité, une prison qui devait avoir pas plus de 800. Voilà, donc c'est même plus que multiplié par 4. Et donc il y a de forts risques que ce type d'incident survienne, surtout que c'est une prison assez ancienne. Vous savez, on n'arrive pas à loger nos Camerounais qui sont honnêtes, et si en prison... avec les ressources dont dispose l'État, on investissait. Je crois qu'il faut beaucoup de milliards pour ça, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas beaucoup d'efforts. Il faut des efforts pour que nos détenus, qui ne sont pas des bannis, mais en tout cas qu'ils purgent leur peine de façon acceptable. Merci Jean-Baptiste. C'est un effort nécessaire, mais il faut comprendre que les ressources sont limitées et qu'il y a beaucoup de priorités. Peut-être qu'il faut les concentrer et faire en sorte que les prisons des villes soient, en tout cas, aient une population acceptable. Il y a des prisons partout sur le territoire. Peut-être qu'il faut envisager de déplacer certains détenus qui sont condamnés définitivement. Merci Jean-Baptiste à Temengue. On reçoit Jean-François Chanon. Bonjour, bienvenue. Merci, Bouba. Merci. Avec vous... heureux de revenir à Canal Presse, et je salue tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, et je leur donne tout mon salut patriotique et fraternel. Nous sommes également très heureux de vous recevoir de nouveau sur ce plateau. Avec vous, on évoque l'anniversaire de l'assassinat de Oumniobé. C'était le 13 septembre 1958. Oui, c'est un grand jour historique pour le Cameroun. C'est-à-dire que l'un des hommes politiques, à mon sens, et je peux me tromper, mais en tout cas, c'est un fait qui n'est difficilement irréfutable, c'est l'un des hommes politiques les plus intelligents et les plus patriotiques qu'on ait eu jusque-là, c'est-à-dire de tout temps. C'était l'homme qui a porté une cause nationale pour le progrès de notre pays, qui a mené un combat avec des nationalistes, l'ensemble de tout cela qui rassemblait dans une force politique qui restera ce qu'on appelle aujourd'hui l'âme immortelle du peuple camerounais. Je parle de l'UPC, la vraie, celle qui a contenu tous les espoirs de la plupart des Camerounais, en tout cas de cette époque-là. Et c'est ce leader-là qui a voulu qui est parti à l'ONU grâce à la cotisation d'un ensemble de Camerounais qui se sont déplacés, qui ont dit voici, va porter l'espoir de tout un peuple auprès des Nations Unies pour dire que nous voulons une indépendance directe, immédiate, mais davantage une vraie indépendance, pas une indépendance sous contrôle, avec un phénomène politique que tout le monde connaît, le néocolonialisme qui voulait maintenir notre pays. Ah, ils ne sont pas encore très mûrs, il ne faut pas totalement les laisser. Oumniobé, avec tous ceux qui l'ont accompagné justement, faisait partie des gens qui disaient non, nous avons la capacité de pouvoir gérer notre pays, lui donner une orientation sereine, une orientation dynamique, une orientation efficace, pour que le Cameroun soit effectivement libre, qu'on n'ait pas toujours à aller consulter ceux qui nous ont colonisés avant. Et ce 13 septembre était, nous sommes justement dans le maquis de Boumiébel. Ce grand patriote a trouvé la mort parce que combattant la main néocoloniale, dont les Français étaient pour la plupart du temps les dirigeants de cette armée-là. Donc il est tombé, et je crois que le 13 septembre reste un grand jour pour tous les Camerounais qui aiment leur pays, pour se souvenir, puisqu'il a été réhabilité. Il a été comme l'un des grands patriotes dans notre pays par une loi du système actuel,
Mais on ne fait pas beaucoup cela. On ne faut pas laisser le 13 septembre seulement à ceux qui se prétendent ou sont ou pécistes aujourd'hui. Mais c'est une mémoire, ça fait partie de la mémoire de tous les Camerounais. Merci Jean-François Chanon. Docteur Félix Ogo, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Bouba, bonjour aux téléspectateurs de Canal 2 International. Près de 410 000 réfugiés recensés au Cameroun. Est-ce que l'afflux des réfugiés doit inquiéter? Je pense qu'il faut prendre ça diversement. On ne se réfugie que là où on pense être mieux, on va dire mieux encadré, en sécurité, du point de vue de la sécurité sociale, c'est-à-dire en fait là où on se sent plus à l'aise que chez soi. Donc si ces gens affluent au Cameroun, c'est que ils pensent qu'au Cameroun, ils peuvent trouver refuge. Donc une fois qu'on l'a dit, eh ben, il faut gérer cela. Il faut gérer cela parce que ce n'est pas une mince affaire que d'accueillir des réfugiés dans un pays. Si on prend le cas de l'Afrique, la zone CEMAC en Afrique, aujourd'hui, le Cameroun, c'est le pays déjà le plus peuplé en zone CEMAC. Et donc, lorsqu'il faut accueillir, parce que nous devons accueillir, parce que il faut accueillir des gens qui sont en difficulté, eh bien, il faut trouver les ressources nécessaires pour le faire, que ce soit les ressources infrastructurelles, que ce soit les ressources financières, que ce soit les ressources alimentaires, que ce soit même des ressources sociales. C'est pour cela que cela se passe en parfaite intelligence. Cela devrait se passer d'ailleurs en meilleure intelligence avec la communauté internationale, car le Cameroun ne peut pas, de par sa simple volonté qui est affichée et qui est réelle, répondre aux besoins de tous ces réfugiés. Vous voyez très bien ce qui se passe aujourd'hui, même dans les pays les plus nantis, ce qui se passe en Europe. Aujourd'hui, ils ont préféré appeler ça la crise des migrants, mais en fait, c'est un afflux de réfugiés. Et vous avez vu toute la mobilisation de l'Union européenne et quelque part même la stigmatisation de ceux au sein de l'Union européenne, les anciens pays, certains anciens pays de l'Europe de l'Est, qui freinent des quatre fers pour le faire. Donc, c'est une cause mondiale. La question des réfugiés est une cause mondiale. Elle est partagée par l'ensemble de la communauté internationale. Nous ne nous réjouissons pas que des gens viennent chez nous parce qu'ils sont en difficulté chez eux, mais au moins ça prouve qu'ils sont moins en difficulté, ils pensent être moins en difficulté sur le sol camerounais qu'ils ne le sont chez eux. Donc voilà un peu, maintenant il reste évidemment à assurer l'insertion de ces réfugiés dans notre société. Parfois les cultures diffèrent, parfois il y a une résistance à l'absorption, une résistance sociale, une résistance parfois culturelle à l'absorption de ces réfugiés. Donc il y a un travail de sensibilisation à faire par rapport à nos populations, mais il y a également un travail d'ouverture et d'interpellation de la communauté internationale pour nous soutenir dans cet effort d'accueil de ces réfugiés. Merci à vous. Quatrième invité, docteur Alain Foguet, bonjour, bienvenue. Professeur Alain Foguet. Professeur Alain Foguet. Sinon, je suis Foguet, je peux répondre. D'accord, ok, merci pour la précision. Si vous tenez au titre universitaire. Professeur Alain Foguet. Voilà. Professeur Alain Foguet, bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs de Canal 2. Vous savez, c'est souvent très important d'appeler un colonel au lieu de l'appeler lieutenant-colonel, donc vous avez parfaitement raison. Avec vous, s'il vous plaît, docteur n'est pas professeur aussi, d'accord? Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Et puis n'est pas professeur. Merci bien. Donc, vous voyez que vous m'avez rejoint finalement, François. Alors, lycée, octobre est un mois très électoral. Professeur d'université Alain Foguet, parce qu'il y a des professeurs au lycée. Non, il est loin d'être professeur de lycée. Bon, voilà, peut-être que précision pour précision. Grade universitaire. Bon, on va pas. En tout cas, ça annonce déjà. Qu'il n'y a pas de professeur. On dit titre de professeur en magistral, il n'y en a pas au lycée. Vous voyez bien que le professeur Alain Foguet est très calme, il ne répond pas aux provocations. Ce sont des provocations très amicales. Alors, professeur Alain Foguet, octobre est un mois très électoral en Afrique. Comment trouvez-vous la présidentielle en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso?
Disons que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso, on peut espérer que la démocratie prime, que la volonté des électeurs des deux pays prime. Et si on prend le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, il me semble que pour le moment, rien ne laisse penser que cette volonté ne sera pas respectée. Il y a des échauffourées dans les états-majors, ce qui est tout à fait normal. Pour le Burkina, on a laissé sur le côté, le juge constitutionnel a laissé sur le côté les gens qui défendaient la modification constitutionnelle, ce qui n'est que justice, parce qu'à un moment, il faudrait que les gens soient assez responsables. Vous ne pouvez pas défendre la caporalisation de la société et tuer des gens parce qu'ils veulent que la liberté s'instaure et puis marcher sur ces cadavres-là pour aller les gouverner immédiatement. Je pense que le juge constitutionnel burkinabé a pris une sage décision parce qu'on n'a pas exclu les partis, mais on exclut les individus qui étaient en vue. Ça veut dire que dans le parti, par exemple, de M. Compaoré, le fuyard, on pourrait bien trouver de jeunes gens, des gens qui ont des idées nouvelles pour se présenter à cette élection. Donc, en gros, les deux élections ne nous paraissent pas être celles qui vont être les plus problématiques dans les mois qui viennent. Mais avec votre permission, je dirais un mot sur le 13 septembre, date de l'assassinat. Parce que quand on dit la mort, ça n'exprime pas exactement ce qui s'est passé de l'assassinat de Oumniobé. Je suis aussi malheureux que cet anniversaire de son assassinat intervient alors que le président de la République du Cameroun est associé les nationalistes, dont Oumniobé, aux terroristes qui sont en train d'être combattus dans la partie septentrionale. Même si, comme ça a été rappelé par Chanon tout à l'heure, ils ont été, on a reconnu ce qu'ils ont fait, mais il me semble que nous sommes dans une société où la parole présidentielle est une parole qu'on veut divine. À partir du moment où, devant les caméras, le président a confondu les nationalistes avec les terroristes, on ne peut être que malheureux devant cette confusion présidentielle désastreuse pour la construction d'une conscience nationale. Merci, professeur. On accueille le 5e et dernier invité au pas de course qui arrive à l'instant. Dans ce studio, Roger Kiek de Kiki. Bonjour, bienvenue. Merci. Bonjour à vos millions de téléspectateurs et je vous remercie de m'avoir convié à cet échange. On avait peur, hein. Vous n'avez plus de peur que de mal. Vous êtes finalement là. Je suis là et d'ailleurs je vais vous dire que nous sommes toujours au four et au moulin et je voudrais m'incliner devant tant de sacrifices consentis par le peuple camerounais et nos forces de défense parce qu'au moment où j'arrive ici, nos sources qui sont souvent très très précises nous annoncent un nouveau double attentat sur Kolofata. On en parlait en début d'émission. On reviendra. Je m'incline devant ce sacrifice et j'espère que ce sang qui coule va fortifier le patriotisme des Camerounais, faire en sorte que chacun comprenne que nous avons le pays en commun et qu'il est parfois inutile de faire couler autant de sang pour la quête du pouvoir ou pour d'autres quêtes que ce soit. Alors la rentrée scolaire s'est déroulée lundi dernier. Pour vous, le train de l'année scolaire est-il parti sur des bons rails? Le train est parti, mais pas toujours sur les bons rails. Nous sommes nous-mêmes des parents d'élèves. Et vous savez comme moi que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile de consentir, de dégager les moyens nécessaires pour acheter les ouvrages qui changent, dont le coût flambe, etc. J'ai un fils en 5e et on m'a dit il est bon pour les matières scientifiques et on l'a orienté en 5e scientifique. Mais en même temps, on m'a dit de lui acheter des ouvrages d'allemand, d'espagnol, de latin, de français, de religion. Fait autant de choses
La théorie musicale me coûte au bas mot 17 000 francs pour la musique. Donc je me dis, mais comment ils vont faire pour assimiler toutes ces matières? Et vous avez les dysfonctionnements au sein du ministère, les affectations des enseignants, le traitement salarial, les conditions de vie, de travail des enseignants, des activités de business liées autour de l'école, hein, les APE, etc. Je pense que, comme toute société en mutation et en mouvement, il faudrait qu'on réfléchisse. Nous sommes en train de réfléchir sur des questions sécuritaires, sur des questions de gouvernance. Il faut repenser aussi l'école, il faut réfléchir sur cette école. Est-ce que telle qu'elle a été jusqu'à aujourd'hui, elle est bonne pour demain? Je crois que ça interpelle là aussi toutes les bonnes consciences. Merci Roger Kiek de Kiki. Le reste de l'actualité est traité et feuilleté pour vous par nous avec Debo Harley en DB. C'était le fait de la semaine. Environ 200 militaires camerounais de retour de la République centrafricaine pour le compte de la MINUSCA. Ils ont arpenté les rues de la capitale pour réclamer les arriérés de primes dus à cette mission. L'information a retenu l'attention de la presse par titre interposé. La presse qui a fait grand bruit au point de susciter la réaction du gouvernement à travers son porte-parole. Le ministre de la Communication a apporté des précisions sur les instructions données par le chef de l'État depuis son séjour privé européen d'apurer dans les délais le montant dû au casque bleu camerounais avant remboursement par l'Union africaine. Et le représentant résident de l'Union africaine justement était en audience au ministère des Relations extérieures a réitéré ce remboursement selon Cameroun Tribune. Même si selon Mutation, il y a comme un désaccord sur ce montant entre le Cameroun et l'organisation panafricaine qui ne reconnaît pas le montant de 6 milliards avancé par le gouvernement camerounais et du coup, la présidente de la République corrige les propos liminaires du ministre de la Communication face à la presse. Le commissaire paix sécurité de l'Union africaine déclare que l'argent ne sera pas transféré à Yaoundé tant que la question d'écriture comptable n'est pas réglée. Heureusement que les militaires, eux, sont passés à la caisse, malgré le mouvement de boycott observé avant les opérations de paiement selon le jour. L'actualité sur les casques bleus camerounais de la MINUSCA est venue refroidir celle liée à Cameco, lorsque les passagers abusés par les retards et les annulations de vols sans explication ont assiégé l'agence de la compagnie à Yaoundé. Un incident de trop selon Mutation, une crise de trop s'est écrit au quotidien de l'économie qui constatait le mutisme du top management de l'entreprise. Et Cameroun Tribune de s'étonner également de l'inaccessibilité de ses responsables à travers cette interrogation. Qu'est-ce qui ne va pas à Cameco? Réponse au quotidien de l'économie, les 25 milliards octroyés en grande pompe par un consortium de banques camerounaises en juin dernier pour la relance n'ont toujours pas atterri dans les caisses de Cameco. Dans ce cas, il faut fermer Martel. Émergence pour qui cette compagnie qui n'a jamais été rentable coûte 48 milliards de francs CFA par an aux contribuables, effectif pléthorique, flotte quasi inexistante, amateurisme managérial. Ce ne sont pas les pèlerins en route pour le Hajj 2015 qui diront le contraire, eux qui ont aussi été abandonnés à l'aéroport international de Garoua, 700 d'entre eux qui attendaient d'embarquer pour la Mecque. La fin de ces une sur Cameco vient cependant rappeler qu'on est au terme de la première semaine de la rentrée. L'école a repris ses droits le 7 septembre dernier dans les 10 régions du pays. Ils étaient 6,5 millions sur la ligne de départ, soit 4,5 millions dans le primaire et la maternelle. Rentrée et contexte sécuritaire oblige, selon Baoba, des attentats de Kerawa rappellent qu'il faut composer avec cette menace tout au long de l'année scolaire. En cette rentrée scolaire, justement, on peut déjà se projeter sur celle dite académique et s'interroger sur le sort des futurs élèves de l'école normale supérieure, marquée par la fin de l'intégration selon Émergence, qui s'appuie sur les avis de concours d'entrée dans ces établissements au titre de l'année qui commence, des avis de concours qui ne mentionnent plus la circulaire du premier ministre-chef du gouvernement portant recrutement direct des diplômés dans la fonction publique. De source de l'immeuble Étoile, selon le journal, cette mesure était prévisible. Cette semaine marque également la célébration des martyrs. La Voix du Cameroun, organe central de communication de l'UPC, dit que le combat pour la reconnaissance des martyrs de la libération nationale est déclenché et invite tous les Camerounais. Émergence parle également des martyrs de la guerre, mais celle contre Boko Haram, invitant la communauté nationale à ériger un mausolée qui commémorera toutes les victimes et inscrira à jamais dans la mémoire collective les militaires et civils morts
pour le fait des actes terroristes. Parlons encore mort des militaires avec le jour qui s'interroge sur les suicides en série des officiers de l'armée camerounaise. Allusion faite au colonel Eyon qui s'était dernièrement logé une balle dans la tête. Le quotidien bleu se rappelle que d'autres hauts gradés ont mis un terme à leur jour de cette façon. Dérapage dans les pratiques des lois au Cameroun, c'est le gouvernement même qui viole en premier 10 repères. Quelques exemples à l'appui. Plus de 5000 églises hors la loi, environ 500 écoles dans le maquis, plus de 1000 centres de santé clandestins à travers le pays. Le bail de 9 ans maximum des directeurs généraux n'a jamais été respecté. D'ailleurs, certains directeurs généraux lorgnent les postes ministériels selon une source du journal Le Soir. Ceux-ci utilisent toutes les pistes formelles et informelles pour atteindre le Graal lors du prochain remaniement ministériel qui se préparerait en Europe. Des sources proches de l'Élysée, selon les Perviers, affirment que la France exigerait le départ de 2 ministres immensement riches, présentés comme étant des potentiels successeurs de Paul Biya à la magistrature suprême. Une fleur pour notre confrère Intégration qui a choisi de faire son 200e numéro en quadrille. Question de célébrer la belle aventure qui a commencé il y a quelques années. La une porte sur un sujet aussi important que préoccupant, la lutte contre Boko Haram. À dimanche, s'il plaît à Dieu. Merci Debo Harley, en DB, rendez-vous dimanche pour une autre revue de presse. On prend la thématique du jour consacrée au Cameroun, le gouvernement face aux crises sociales en l'espace d'un mois. 3 crises, pas des moindres, ont secoué le gouvernement camerounais. D'abord l'affaire Camerco, ensuite la crise des militaires de retour de la République centrafricaine et puis le problème des ex-employés de sociétés d'État. On commence par la dernière crise, celle qui concerne les militaires. Avec vous, Félix Zogo, environ 200 militaires qui descendent dans la rue pour réclamer le paiement des arriérés, des primes. On parle de 8 mois, pour être tout à fait précis. Quelle a été votre première réaction lorsque vous avez appris cette nouvelle? D'abord, j'étais surpris parce que et je pense que beaucoup l'ont été au moins autant que moi parce que c'est de l'idée dire. L'armée a d'autres manières d'exprimer à travers le monde ses désirata et même ses frustrations. Donc une armée normalement ne descend pas dans la rue pour protester. Donc ça c'est en tant que citoyen que je me suis étonné de voir ces militaires dans la rue. Par la suite, lorsque on est rentré dans le dossier parce qu'il fallait communiquer dessus et que on s'est rendu compte qu'il y avait quand même eu des contacts entre ces militaires et leur hiérarchie camerounaise. Parce qu'il faut bien relever qu'ils sont, n'est-ce pas, sous le mandat de l'ONU, mais qu'ils sont des militaires camerounais. Donc de leur hiérarchie camerounaise, qu'il y a quand même eu des contacts. Il y a eu on parle du MINDEF et on parle du chef d'état-major. D'abord le chef d'état-major qui est allé leur dire quand ils ont été relevés ici c'est un concept militaire pour dire remplacer. Donc qui est allé leur dire le gouvernement prend ce problème désormais à bras le corps puisque vous êtes revenus et au plan diplomatique des instructions ont été données pour aller à la rencontre du commissaire paix et sécurité de l'Union africaine. Donc, nous vous demandons un peu de patience pour nous laisser faire aboutir ce processus au plan diplomatique. Et par la suite, le ministre de la Défense est rendu à Addis Abeba. Il s'est rendu pour plusieurs raisons à Addis Abeba, y compris donc celle qui consistait à rencontrer la commission paix et sécurité pour leur dire, écoutez, nous sommes préoccupés par cette situation qui commence à vraiment à perdurer. Que se passe-t-il exactement? C'est quoi la pompe de discorde exactement? Comment en sommes-nous arrivés? Je pense que l'Union africaine s'est rendue à Canossa. Elle a dit qu'il y avait des lenteurs dans le processus de mise à disposition de ces fonds. Elle l'a dit publiquement et il faut la croire que ces procédures effectivement ont pris du temps et que il ne s'agit pas là d'une situation inédite. On a vu effectivement
parfois même au niveau de l'ONU, ces procédures prendre du temps. Mais nous avons estimé, enfin les soldats et le Cameroun avec, le gouvernement camerounais, les autorités militaires, le chef de l'État ont estimé que cela prenait déjà assez de temps. Seulement, lorsque le ministre de la Défense est revenu, il est reparti vers ces soldats camerounais pour leur faire le compte-rendu de ces pourparlers avec l'Union africaine. Et c'est donc sur ces entrefaits que 200 parmi les 1300, 200 à peu près les 1300 ont choisi de manifester dans la rue, mais pacifiquement. Ils sont arrivés dans la rue, ils ont marché sur un itinéraire. On n'a pas souhaité, on aurait pu. Les autorités militaires auraient pu gérer cela de manière un peu peut-être répressive. On les a laissés marcher parce que effectivement il fallait éviter de voir de livrer le spectacle au public d'une armée qui se voyait réprimée par d'autres forces de sécurité et de défense. Et vous connaissez la suite, comment l'épilogue s'est effectué. On reviendra beaucoup plus en profondeur sur le dénouement de cette affaire. Roger Kiek, des militaires qui battent le pavé pour crier leur ras-le-bol. Est-ce que c'est bon signe? C'est très mauvais signe. Moi, je suis essentiellement journaliste politique, donc je fais dans l'investigation sociopolitique. Hormis les événements d'avril 84, quand les militaires sont sortis dans la rue pour tenter de prendre le pouvoir, on n'a jamais vu les militaires manifester ainsi publiquement. Il y a souvent quelques mouvements en interne dans les casernes, mais des militaires qui s'insurgent publiquement, qui descendent dans la rue. On l'a vu au Burkina Faso, on l'a souvent vu au Mali, et dans d'autres pays, on ne l'a jamais vu ici. Ça, je voudrais situer cette affaire comme cela. Une mutinerie sur la place publique, ce n'est pas bon signe dans le contexte camerounais actuel. International Crisis Group, qui fait des alertes, dans sa dernière alerte sur le Cameroun, qui reste d'actualité, septembre 2014, avait dit Cameroun, mieux vaut prévenir que guérir. Ça, je vous le dis, hein, je renvoie certains de nos responsables qui ne consultent pas ces rapports-là en guise de recommandation, alors que le International Crisis Group présente le Cameroun comme un volcan. Ils ont dit ceci: il faut réduire les mécontentements au sein des forces de défense par l'octroi des mêmes équipements, salaires, avantages financiers aux unités d'élite et aux unités de l'armée régulière déployées sur les fronts. Par exemple, c'est-à-dire que de l'extérieur, on sait qu'il y a un malaise au sein de nos forces armées. Ces soldats-là, quelqu'un dont je ne citerai pas le nom, que j'ai connu, un adjudant de la garde présidentielle reversé, qui a été déployé là-bas, m'avait téléphoné. Et par la suite, moi je parle de faits, hein, il m'a dit: j'ai aussi téléphoné au professeur Ounangini. Aidez-nous, vous qui êtes des leaders d'opinion, aidez nos dirigeants à mieux cerner ce qui se passe. D'abord, on les a relevés très tard, mais leurs conditions de vie sont difficiles. Quand il est revenu ici, il m'a montré. Le document, l'ordre de mission est signé par le ministre de la Défense, qui signe aussi des documents pour la prise en charge. Et Foguet, qui enseigne à l'école de guerre, enfin qui enseigne dans ces écoles-là, c'est que quand vous envoyez un militaire au front, quand il revient, vous le débriefez, vous prenez des rapports. Donc vous savez qu'ils ont un problème de ce type-là, parce qu'ils ont d'abord été sous l'égide de l'Union africaine, puis une résolution des Nations Unies les a placés sous l'égide des Nations Unies. Il y a ce petit gap-là qui n'était pas arrivé. Ce qu'on vient de faire, et le porte-parole du gouvernement est dans son rôle. Non, le porte-parole du gouvernement n'est pas ici. Il n'est pas ici. Quand vous savez a pris la parole publiquement, il était dans son rôle, en tant que porte-parole du gouvernement, pour apaiser. Mais ce n'est pas lui qui avait envoyé ses hommes en mission. Alors maintenant, ce qu'on a fait là, on aurait pu le faire. Quand des militaires qui ont laissé des familles 6 mois durant, 8 mois durant, rentrent sans argent, vous pouvez anticiper le temps de régulariser avec les institutions en question. Et je vous dis qu'à l'heure où nous parlons, il y a des éléments de la marine camerounaise qui commencent à se plaindre
dans l'extrême nord. Ça fait 6 mois, pour quelques-uns, ils n'ont pas été relevés. Pendant 6 mois, c'est long, ils auraient, je n'affirme pas puisque ce sont des alertes, ils auraient des problèmes de primes de relève, etc. Quand on est en situation de crise, on gère ces hommes en tenue qui versent de leur sang avec autant de délicatesse. Si moi je reviens, j'ai tout à l'heure évoqué un rapport d'International Crisis Group que j'ai devant mes yeux, les alertes qui viennent de partout, je me demande, est-ce que les responsables en question chargés de gérer ces affaires-là anticipent? Est-ce que les renseignements fonctionnent normalement? Parce que ces gens-là, à la veille même de leur descente dans la rue, on les a entendus parler dans des restaurants, dans des cafés, on les a entendus dire qu'ils vont le faire. Est-ce qu'il y a eu anticipation? Vous voyez, il ne faut pas colmater les brèches, il faut résoudre ces problèmes en profondeur. Alors, Jean-Baptiste, après la sortie médiatique du ministre de la Communication, on a appris que ce problème n'est véritablement pas camerounais. Au départ, c'était la MISCA qui est devenue la MINUSCA. Vraisemblablement, c'est à l'Union africaine que les militaires devaient se plaindre, d'après vous? Oui, je pense que c'est avec les autorités camerounaises que ces militaires négociaient. Ils ne sont pas directement liés, ils ne peuvent pas négocier directement avec l'Union africaine. Donc c'est aux autorités camerounaises qu'ils ont posé leurs problèmes. Je crois que la négociation n'a pas vite abouti. S'ils en sont arrivés à manifester publiquement leur mécontentement. Ce sont des militaires qui ont très bien rempli leur mission pour la stabilisation d'un pays frère et voisin. Donc en cela, ils ont servi aussi à la sécurisation du Cameroun, puisque nous savons très bien, avant cette intervention, ce qui revenait vers nous avec les milices qui mettaient nos populations et les biens de nos populations dans l'insécurité totale. Ils méritent donc ces primes. Mais visiblement, ces primes, je ne sais, personne ne sait, parce que nous commentons ce que nous recevons des médias, nous ne savons pas exactement ce que l'Union africaine, pourquoi l'Union africaine a un si long retard de 8 mois pour que ces primes qui viennent de l'ONU soient reversées à nos militaires. Et à votre décharge, je vous en prie, je ne vous interromps pas. Oui. Plusieurs pays africains étaient là-bas. Le Gabon, le Tchad, Sao Tomé et Principe, le Congo. Ces autres pays ont suggéré ce type de problème. La preuve, il n'y a pas de remous chez eux. Je ne dirais pas ça. Il y a eu des problèmes avec les militaires gabonais aussi. Chaque pays a géré à sa façon. Ce qui est évident, c'est que les 200 militaires qui ont marché... Ils sont 1300 au total, hein, mais 200 ont marché. Tous n'ont pas marché. Ceux qui ont marché, je pense que les stratèges appellent souvent ça la riposte graduée. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la négociation avançait, ils ont mis en exécution une menace qu'ils n'auraient peut-être pas dû. Encore que, visiblement, c'est ça qui a déclenché le paiement partiel de leurs primes. Donc, mais le principe, c'est quand même que les militaires n'ont pas le droit de manifester de la sorte. Tout à fait. Je crois que ce n'est pas à nous de dire comment leur hiérarchie va traiter ce dossier. Les militaires français ont eu le même problème en Centrafrique. Oui. Ils ont eu des retards, mais dû cette fois-là au logiciel du ministère français de la Défense. Ces militaires français sont restés bouche bée et ce sont leurs femmes, puisque c'est interdit aux militaires de marcher, même pas d'écrire, pour revendiquer. Donc ce sont les épouses de ces militaires français qui ont fait une pétition pour dire nous sommes les femmes de soldats en Centrafrique, mais là-bas le retard n'est pas allé jusqu'à 8 mois, je crois que c'est au bout de 3 mois que ça a été régularisé. Donc c'est un problème qu'il faut aussi relativiser, parce que là, il ne faut pas le ramener au traitement général de nos soldats. Je crois que nos soldats, il ne manque pas de problèmes logistiques dans aucune armée au monde, mais nos soldats, d'ailleurs les civils, les fonctionnaires civils, ont l'habitude de dire au Cameroun que nos militaires sont plutôt privilégiés. Les soldats tchadiens, par exemple, en temps de paix ou de guerre, en termes de solde, touchent
moins de la moitié qu'un soldat camerounais. Donc je pense qu'il y a des problèmes logistiques, surtout en ce moment où nous sommes au front. Ça se règle avec nos ressources et l'aide de nos partenaires, mais il ne faut pas relier ce problème spécifique d'un contingent qui est rentré de mission relevant de l'Union africaine et de l'ONU au problème de notre armée qui, à mon avis, en tout cas l'État se débrouille à les mettre dans de bonnes conditions. Alors, professeur Alain Foguet, Roger Kiek de Kiki parlait d'anticipation. Moi, je pose la question, pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas pris déjà beaucoup de temps pour résoudre ce problème? Ne pouvait-il pas, par exemple, anticiper pour éviter d'être embarrassé de cette façon-là? Donc, peut-être je suis toujours mal à l'aise quand, dans un débat comme celui-ci, on met en avant professeur, je vais ici comme politique. Donc, Foguet, Alain Foguet, ça me convient très bien, parce que ce que je vais dire est politique. Okay. Je suis pas dans un amphithéâtre. Vous êtes aussi enseignant de sciences politiques. Oui, mais en dehors de ce cadre. Donc, autant à l'amphi, je ne fais pas de politique, souffrez quand même que, étant sur cette scène que je parle comme... Un homme politique. Un homme politique. D'accord. Première chose, le militant du RDPC, conseiller technique de monsieur le ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement, Félix Zogo, a dit que le gouvernement a évité de brutaliser les militaires et ça s'est bien passé. Peut-être devons-nous tirer une leçon. En fait, toutes les violences qu'on rencontre dans les manifestations publiques, vous venez de le confesser, c'est de la faute du gouvernement. Parce que des gens demandent à manifester, on les identifie, il suffit de les accompagner, il n'y aura pas de violence. Vous venez vous-même de le confesser. Et c'est une réalité. J'en veux pour preuve. Le jour où le MRC... Vous pouvez parler du sujet qu'on vous a posé. Je ne suis pas... Non, mais répondez à la question. Vous faites un peu de... Mais répondez à la question qui vous a été posée. Vous croyez qu'il est hors sujet? On n'est pas complètement hors sujet, comme d'habitude d'ailleurs. Je ne suis pas devant l'instituteur ce qui me ramène à mes Voilà. Alors, je dis, répondez à la question. On ne demande pas comment le gouvernement gère les manifestations publiques. On a un sujet ici, c'est les crises sociales, et ça s'est passé comment? Et on vous pose la question. Répondez. Est-ce que vous tiendrez jusqu'à la fin de cette émission? Non, mais vous savez très bien que... J'étais sur le premier point. Vous savez très bien. J'étais sur le premier point. Effectivement, vous avez raison, monsieur le conseiller technique. C'est le gouvernement... Vous êtes un complexé, en fait. Parce que vous êtes, chaque fois que vous me voyez, vous avez un problème. Mais je vous en prie. Donc vous êtes un complexé, en fait. Non, je vous demande, s'il vous plaît, c'est mon rôle. S'il vous plaît, François Chanon. Pour avoir Jean-François. face à face entre Jean-François. Jean-François. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est complexé. Jean-François, Jean-François, docteur Félix Zogo, professeur, ou bien si vous voulez, Alain Foguet, et s'il vous plaît, un peu de discipline pour tout un chacun. Laissez-moi faire convenablement mon travail. Vous avez la parole. Répondez à la question que je vous pose. Avant de répondre à cette question, vous ne pourrez pas dire un peu de discipline pour tout le monde. J'avais la parole donnée par vos soins. Il est intervenu dans mon temps de parole. Si vous dites un peu de discipline pour tout le monde, ça laisse penser que moi j'ai été indiscipliné. Okay. Non. D'accord. Vous pouvez le dire à monsieur le conseiller. Ok, maintenant vous pouvez répondre à la question à vous poser. Je réponds à la question. Ça, c'était la première chose. C'est le gouvernement qui est responsable des violences lorsqu'il y a les manifestations. Parce que démonstration vient d'être faite. Que quand elle ne génère pas de la violence, on peut manifester sans rien casser. Deuxième chose. On a entendu dire que, voilà, je comprends la gêne de nos amis du RDPC, encore que c'est des militants de base de leur parti. J'ai souhaité débattre de cette question avec les responsables du RDPC. Parce que là, c'est pas des responsables du RDPC, ni du gouvernement. Ils sont responsables à leur niveau. Ils sont responsables à leur niveau. Responsables à la section de France. Ils sont responsables. Ils sont responsables. Ce sont un membre de la section de France. S'il vous plaît, avançons, je vous en prie. En plus d'être complexé, vous êtes inculte. D'accord, avançons. Merci pour les compliments, monsieur. Avançons, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Donc, je disais que eux, ils ont le ministère
ministère de la parole, pas celui de l'action. Parce que quand ils ont fini de parler, ça ne rejoint en rien l'action du gouvernement, ni de leur parti. Ça, c'est une réalité. Je voudrais dire que le fait que des militaires, tels que M. Félix Zegola décrit, le chef d'état-major est allé à la rencontre de ces soldats. Le ministre, d'après ce qu'il a dit, est allé à leur rencontre après le retour d'Addis Abeba. Leur a expliqué quel était le problème. Ils n'ont ni cru au ministre ni au chef d'état-major de l'armée. C'est très grave. Ça veut dire qu'il y a un problème de défiance entre les soldats à la base et la hiérarchie militaire et politique en charge de la gestion de ce ministère central. Ça voudrait dire quoi? Que on est dans une situation où ces soldats que vous voulez réduire à néant en disant que c'était 200, moins de 200 sur 1300, sont ceux-là qui montrent la lune au gouvernement. Au lieu de regarder la lune, le gouvernement regarde le doigt. Mais les coutumiers du fait, l'autisme qui frappe le gouvernement du RDPC, il s'est manifesté une fois de plus. Je voudrais dire... Pour terminer sur cette première prise de parole. Je voudrais également dire que on se rend bien compte qu'on n'est pas dans un système démocratique. Non pas parce que les militaires ont manifesté, ils ne doivent pas manifester. Mais simplement parce que le président, si distant, dont vous répondez sur tous les plateaux qu'il a son temps, réagit, sort brutalement de ses vacances pour faire régler la somme de 6 millions. Si on était 6 milliards, si encore que les sommes sont querellées, l'Union africaine, semble-t-il, parle d'1 milliard, au Cameroun, on aurait débloqué 6 milliards. Bon, ça, venant du gouvernement RDPC, il n'y a rien d'étonnant. Bon, je voulais simplement dire que si on était dans un système démocratique, votre ministre n'aurait pas fait la déclaration qui a été la sienne l'autre jour. Il a dit que le pouvoir repose sur les militaires parce qu'ils versent de leur sang. C'est un scandale. C'est un scandale. Les militaires font un travail très important, mais il est moins important ou également important que celui des infirmières dans les hôpitaux. Il est aussi important que celui des instituteurs. On ne peut pas, dans un chef qui est dans un système démocratique ne peut pas tenir ce discours parce que le jour des élections, Vous allez prendre la parole tout à l'heure. Alors, moi, je voulais relancer... ne veux pas refaire l'éducation d'un éminent responsable comme vous sur ce plateau. Moi, je voulais relancer François Chanon sur la question, la polémique des chiffres, bien sûr, entre le gouvernement et l'Union africaine. Il y a manifestement un désaccord sur la somme de 6 milliards. L'Union africaine ne reconnaît qu'1 milliard. Comment envisagez-vous la suite de cette affaire? D'abord, une précision. Moi, je suis journaliste. S'il y a un débat entre politiciens, je préfère un peu l'esquiver. Et oui, parce que vraiment, si c'est débat entre politiciens, je les laisse faire. Mais pour répondre à votre question, mais il est utile peut-être de savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi, avant de connaître exactement quels sont les problèmes de chiffres qu'il y a, d'où je crois que les deux pays, le Cameroun et l'institution qu'on appelle l'Union africaine, finiront nécessairement par s'entendre. Je ne donnerai pas mes émotions, je ne donnerai pas non plus mes états d'âme par rapport à tout ce qui s'est dit, toute la réaction qu'il y a eu dans la chaîne. Mais la première chose à savoir, c'est de faire un rappel historique important. Notre voisin a des problèmes depuis pratiquement 2005. C'est-à-dire qu'avec le départ de Patassé et l'arrivée de Bozizé au pouvoir. Et à cette période-là, il y a des troubles sociaux vraiment très très graves avec la venue de Bemba et autres. Donc, la CEAC est appelée à arbitrer cette affaire, c'est-à-dire à trouver une solution. Elle met donc en place pour maintenir la paix. Parce qu'il ne faut pas, quand on dit que c'est un front de guerre, oui, c'est un front de guerre, mais la mission, c'est d'abord la paix. La CEAC met en place ce qu'on appelle la MICOPAX. C'est-à-dire c'est une force mixte, c'est-à-dire avec policiers, gendarmes et militaires pour pouvoir permettre à notre voisin de retrouver une stabilité. Et arrive donc, quelques années après, notre pays participe effectivement à cela. C'est-à-dire il y a des hommes qui sont envoyés là-bas. C'est-à-dire que, question d'aider un voisin. Arrive donc, l'Union africaine décide donc de prendre l'affaire en place. C'est en décembre, précisément, je parle le 13 décembre 2013. C'est-à-dire que les soldats qui sont sur place sont basculés à la
MISCA. C'est-à-dire il y a une autre force qui est en place et les troupes camerounaises. Donc, pendant que il y a un principe de base qui est arrêté, c'est-à-dire que toutes les forces des pays qui sont contribuent à cet effort, c'est-à-dire de maintien de la paix chez ce pays amis et frères, chaque soldat doit recevoir à peu près, c'est-à-dire à partir de la MISCA, $1028 par soldat et par mois. C'est-à-dire ça c'est le principe qui est arrêté pour tous. Donc, jusqu'à pratiquement septembre 2014. C'est-à-dire que c'est à cette date-là que le 14, je crois, le 14 septembre. Dit que tous ces soldats de MISCA basculent à la MINUSCA. Donc il y a donc un problème de fond, c'est-à-dire que l'Union africaine et le Cameroun, on se rend donc compte que les premiers paiements, l'Union africaine n'a payé en fait que le demi-mois de décembre et le mois de janvier. C'est-à-dire que depuis, ils n'ont rien payé du tout. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé entre le Cameroun et la... Mais toujours est-il que, enfin, le ministère de la Défense dit que à tout l'État, sous l'instruction du président de la République, il a été demandé d'aller vers l'Union africaine pour lui demander de régler ce gap de dette. Mais il faut savoir très bien, et c'est là que j'en viens à la manifestation des soldats. Moi, de mon point de vue, ils n'ont pas raison du tout. D'abord, les soldats ne manifestent pas. Quelle que soit la motivation, à moins qu'il y ait insurrection générale, c'est-à-dire qu'ils sont maltraités dans leur devoir. Quand on prend le soin d'aller dans l'armée, c'est-à-dire qu'on se donne un devoir de service public, c'est-à-dire qu'on sert la nation. Et les 8 mois, c'est-à-dire qui sont relancés, etc. Mais il faut bien savoir que tous ces soldats ont leur salaire camerounais. Ça, il faut le savoir. Le problème ne se pose pas. Mais il faut bien le dire. Ils ont été régulièrement payés. Non, je parle du principe de base que forcément, je dis bien forcément, Alain Foguet, ils n'ont pas raison. Il a dit que si on va dans le fond, ça c'est un point de vue. Et ils reçoivent, si vous vérifiez bien, 9 000 francs pendant qu'ils sont là-bas. De rations par jour. Et attendez un tout petit peu. C'est fait. C'est ça, ce sont des faits. Ce sont des faits. Nous n'auscultons pas. Ça veut dire que je ne suis pas un homme politique. Nous n'auscultons pas ces faits-là. Bon, maintenant, basculer à la MINUSCA, ça devient un autre. C'est pour cela que cette paye-là n'a pas été faite. Moi, ce qui m'a le plus choqué, et je t'aime, je ne suis pas là, c'est le fait que le président ordonne que l'on débloque 6 milliards. Je ne sais pas, le chiffre est du ministère de la Communication. 6 milliards, effectivement. 6 milliards. Qu'on le donne comme ça. Il est dans son droit régalien, certes. Mais je me dis que il faut remettre, parce que là, on entre dans un engrenage de chantage de l'armée vis-à-vis de l'exécutif camerounais. Vous faites de la politique. Comment comprendre? Non, c'est un point de vue là. Comment comprendre la pointe, s'il vous plaît, maintenant? Vous avez compris. On comprendra ça après, parce que si on se tient dans... On dit que, effectivement, on est dans un pays démocratique, si on veut l'aspirer au moins. Mais qu'on comprenne que l'armée est d'abord une armée d'une nation. Et que tous ceux qui gèrent cette armée-là, justement, doivent communiquer avec cette armée-là de manière à permettre à ce que... Alors, ceux qui ont manifesté l'autre jour, ils savent très bien ce qui les attend, désormais. Ils savent très bien. D'accord. Parce qu'on ne peut pas encourager, comme l'a dit Alain Foguet, dire que peut-être que c'est là qui cache la folie, que c'est... Moi, c'est un débat politicien. D'accord. Il faut dire clairement l'armée n'a pas le droit de manifester. C'est votre point de vue. Sinon... C'est votre point de vue. C'est un point de vue. D'accord. Intellectuellement acceptable. C'est votre point de vue. Moi, je voulais quand même relancer le docteur Félix Zogo sur cette question. Qui doit finalement endosser le tort dans cette affaire qui s'est déroulée mardi dernier? Le gouvernement camerounais, l'Union africaine ou bien les militaires? Mais écoutez, moi je ne peux pas distribuer comme ça les bons, les mauvais points à qui que ce soit. D'abord, c'est un sujet militaire. J'ai peut-être des informations. Il est dans la place publique. Il est dans la place publique. De par peut-être la position que j'occupe, puisque je travaille avec celui qui porte la parole du gouvernement, encore que cela ne m'autorise pas à dire tout ce dont je suis informé des réserves. Donc, mais au moins... Tout à l'heure, vous semblez ne pas partager le point de vue de... Oui, mais au moins, nous sommes là pour informer autant que possible l'opinion publique. Qu'est-ce qu'Alain Foguet venait de dire tout à l'heure? Non, je voudrais, avec votre permission, sortir de cette
de cette espèce de d'échange. Ouais, voilà, oui, vraiment. Nous sommes là. Nous ne sommes pas là. Avançons, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas là pour mais pour parler à vos téléspectateurs. S'il vous plaît, Parler à vos téléspectateurs. Vous m'avez posé une question, je réponds en vous disant, écoutez, je suis mal placé pour distribuer les bons, les mauvais points. Les faits sont là. Et M. Chanon, qui visiblement a creusé dans le dossier, n'est-ce pas, vient d'exposer ces faits, et je confirme que pour le peu que j'en sache, effectivement, ces faits sont tels qu'il les a relatés. La responsabilité du paiement de cette prime incombe à l'Union africaine. La responsabilité des salaires de ces soldats incombe au gouvernement camerounais. Le gouvernement camerounais a fait sa part de travail et continue de la faire. Le gouvernement camerounais a versé en plus de cela une prime journalière pour l'alimentation de ces soldats. Ça s'est fait jusqu'à ce que ces soldats soient rentrés au Cameroun. Et ça c'est un autre débat et je n'ai pas d'informations à ce sujet. Alors on parle d'un montant de 9 000 francs. Voilà, de 9 000 francs. Maintenant, la responsabilité, il était de la responsabilité de la MISCA, donc de l'Union africaine, sous l'égide de laquelle était placée la MISCA, d'assurer le paiement de ces primes. Elle l'a fait, je pense, pendant peut-être au plus 2 mois, et après, cela n'a pas été fait. L'Union africaine s'est expliquée. Elle a rendu visite au ministre des Relations extérieures, et à la sortie, elle s'est expliquée devant la presse en disant « Nous avons connu des lenteurs à notre niveau. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, on n'a pas pu payer à temps. » Donc, vous voyez très bien que, dans un tel contexte, dire qui avait tort, qui avait raison, c'est très difficile. Maintenant, la question de savoir le président a agi promptement, vous me demandez comment comprendre cela. Moi, je vais parler en tant que citoyen. Je vais dire que, eh bien, cette décision, pour moi, en tant que citoyen, était la bienvenue. Que certains pensent que il n'est pas juste ou opportun de dire que l'armée a une certaine importance dans un pays comme le nôtre, ou même dans tous les pays du monde, mais c'est une abjection. L'armée a une importance. Pourquoi? Parce que c'est à elle qu'on confie la défense de la nation. Il faut donc éviter, parce que nous tous nous servons, nous sommes des enseignants, il y en a qui sont des journalistes, il y en a qui sont des hommes d'affaires, tout le monde sert un pays, mais pour que nous le fassions, reconnaissons qu'il faut d'abord une certaine stabilité que malheureusement ou heureusement, qu'on le veuille ou non, l'armée peut mettre en danger. Donc, lorsqu'il commence à avoir du rififi à un certain niveau, moi j'ai lu les premières informations dans les réseaux sociaux quand cette histoire s'est passée, ça allait dans tous les sens. Ça allait dans tous les sens. On a même parlé de la solde des soldats. Donc, il fallait très rapidement, n'est-ce pas, stopper cette spirale. Je dis bien en tant que citoyen camerounais, et le chef de l'État l'a fait promptement, et je pense qu'il a bien fait de le faire. Maintenant, on peut entrer au fond des choses, que ceux qui ont pris la responsabilité, soit d'aller exciter ces jeunes Camerounais, ces soldats, parce qu'il faut rien exclure, ou alors que eux-mêmes qui ont pris la responsabilité de descendre dans la rue, eh bien, qu'ils répondent des actes qu'ils ont posés. Je vous rappelle que le règlement militaire est impitoyable. Si vous permettez juste de 2 mots. En avril 84, le général Semengue, attaqué à l'arme lourde en son domicile au quartier général, avait réussi à s'échapper et rejoindre le colonel Ebogo à Ebolova pour organiser la riposte pour la reprise de Yaoundé. C'est la route de Malmayo. Mais comme il n'était pas habilité à commander les forces, on l'a félicité de l'action qu'il a menée, mais il a pris 60 jours d'arrêt de rigueur. Par la suite, le général Semengue, vous pouvez vérifier, était général de brigade à l'époque. Donc l'armée a son règlement, et maintenant c'est aux responsables de cette armée qu'il revient maintenant de placer ces soldats devant leurs responsabilités à partir du moment où le chef de l'État a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire je prends mes j'endigue le mouvement d'humeur, je prends l'engagement africain à rembourser cet argent. Maintenant, vous, militaires, eh bien, il vous reste également à répondre de vos responsabilités. Alors, Roger Kiki, comment comprendre, par exemple, parce que tout à l'heure, le professeur Alain Foguet disait que ces soldats ont rencontré le chef d'état-major, ils ont rencontré le ministre de la Défense, mais qui n'est pas cru un seul mot de leur hiérarchie. Est-ce qu'il y a une crise? Est-ce qu'il y avait-il dans l'esprit de ces soldats une tentative de détournement de la part de ces responsables? Effectivement, il y a
une crise de communication. C'est-à-dire que ces rencontres se sont faites sur le tard. Vous savez, le chef d'état-major, il les rencontre militairement. C'est pas lui qui politiquement, qui gère un certain nombre de choses. Et je vous assure, Bangobna, des filles gendarmes africains, je ne voulais pas dire de nos pays, ont été surprises à se livrer à des jeux sexuels avec des soldats français. Un peu d'argent. Des soldats qui filmaient ces affaires-là, qui mettaient sur le net. Ces filles ont été renvoyées dans leur pays. Vraiment, parce que nous suivons de très près ces choses-là. Quelquefois là-bas, nos soldats ont des problèmes de sardines. Parce qu'il y a un fossé entre les montagnes et le fait qu'ils parviennent réellement, c'est-à-dire si on a dit 9 000 francs par jour, que les 9 000 parviennent en temps et régulièrement. Ça, vraiment, aller discuter avec ces soldats, ils sont là. La vie n'était pas assez là. Et vous savez, un soldat n'est pas un intellectuel, c'est pas un grand docteur, un grand diplômé. C'est-à-dire que, laissez-moi avancer. Monsieur Déby est venu à Yaoundé, ici auprès de ces soldats, quelques-uns mutilés, etc. Ils ont exigé que ce soit une dame tchadienne qui s'occupe de leur repas, qui leur fasse la nourriture. Monsieur Déby a offert à tous ces soldats tout ce qu'ils demandaient. Parce que les gars qui viennent du front ou qui sont au front sont dans un autre un autre fonctionnement mental. Où voulez-vous vous en venir? Je voulais dire que, sincèrement, les soldats camerounais sont employés par l'État du Cameroun. Le président de la République nomme et revoque aux fonctions civiles et militaires. C'est le chef suprême des forces armées. Le ministre y délègue certains de ses pouvoirs à un ministre délégué ou à des gens. Ces gars-là, quand ils vont pour le compte du pays, vous leur signez des ordres de mission, c'est leur pays qui les a envoyés là-bas. Ils ne savent pas comprendre les mécanismes diplomatiques de l'Union africaine, etc. C'est pour ça que M. Déby Itno est venu lui-même à Yaoundé, pour que les Tchadiens soient pris en compte dans des meilleures conditions, etc. Je voudrais dire que, pour terminer maintenant, respectons ces soldats qui donnent de leur sang pour que nous soyons en paix et en stabilité ici. Pour parler ici, c'est parce que ces gars-là se sacrifient plus que nous. Moi, je les ai vus marcher à Yaoundé et aller s'asseoir à même le sol, en béret de l'ONU, en treillis de l'ONU, les mains nues, sans rien casser du tout. Et faites très attention parce que non seulement les soldats permettent d'aide à stabiliser, à maintenir le pays dans la quiétude, mais quelquefois ils sont des régulateurs politiques. Quand la gouvernance est mauvaise, vraiment respectons nos soldats. Il nous revient que certains seraient aux arrêts de rigueur pour des problèmes disciplinaires. Mais le chef suprême des forces armées a cru bon de devoir régler tous les dysfonctionnements liés à cette affaire pour anticiper et payer d'abord ce qui doit être payé. Ensuite, nous pouvons parfois régler des problèmes sans être très rigides sur des codes disciplinaires parce que la guerre n'est pas facile. D'ailleurs, la guerre modifie le cours, le fonctionnement normal des choses. Alors, deux dernières questions pour sortir de ce sujet. D'abord, une pour vous et la dernière pour le professeur Alain Fouguet. Les militaires, ils ont marché dans les rues de la capitale. Ils sont allés notamment à la primature et ensuite, ils sont allés à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y avait un message? Comment comprendre ça? Il faut les interroger. Je pense que comme c'est un fait inédit, donc ça peut susciter beaucoup d'interprétations. Politiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y avait un contenu politique? Je crois qu'il faut résumer simplement les choses. C'est pour ça qu'on les a laissés manifester leur mécontentement. Je crois qu'ils voulaient toucher leur prime et on m'a dit d'ailleurs, comme ils ont touché, ils sont contents. J'ai vu certains me dire qu'ils ont fait la fête partout dans la ville. Ils voulaient toucher leur prime. Ils sont très contents. Il faut éviter de politiser à outrance ce fait, même si, il faut le rappeler, c'est un fait qui ne devait pas survenir. C'est interdit aux militaires de manifester publiquement. Donc, ce n'est pas à nous de gérer ce dossier sur le plan disciplinaire, c'est à leur hiérarchie. La prime, en principe, quand je sors du contexte camerounais, un pays normal aurait dû prendre cette décision que le chef de l'État a prise. Oui. C'est-à-dire que des militaires camerounais en mission à l'étranger qui achèvent bien leur mission, d'ailleurs
au risque de leur vie. Je crois qu'il y en a au moins un qui est décédé. Quelques-uns sont voilà. décédés. Donc, et qui sont donc rentrés en ayant bien terminé leur mission. C'était à l'État camerounais, effectivement, d'avancer ces sommes. Je me mets à la place de notre gouvernement. Je crois que d'autres gouvernements le font. Donc, il y a eu... Ce n'est pas un problème de méfiance vis-à-vis des autorités militaires, c'est que ces autorités militaires, au moment de la négociation, n'ont probablement pas apporté cette réponse précise. Donc le chef de l'État, chef des armées, véritable ministre de la Défense, a pris cette décision qui paraît une décision normale. Parce que d'aucuns, comme Shannon disait tout à l'heure, qu'il ne comprend pas pourquoi on aurait payé. On a payé, qu'on court le risque du chantage des militaires. Non. Je crois que c'est une décision que beaucoup d'États prennent. Si vous allez en Europe ou non, je peux précisément penser. Voilà, donc, il faut étonner, Bouba. On a normalisé. Ce qui est anormal, c'est qu'on soit arrivé aux 200 soldats dans la rue. De leur côté, comme peut-être du côté de ceux qui devaient débloquer les fonds. Je crois que les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées, mais les militaires n'ont pas à manifester de la sorte. Alors, c'est un principe qu'il faut réaffirmer. Les militaires camerounais, dans leur ensemble, ne sont pas si mal gérés que ça. Je crois qu'il faut relativiser le problème aussi. Doit-on s'attendre à des sanctions pour ces militaires qui ont manifesté leur mécontentement, ou alors comment comprendre la promptitude avec laquelle le chef de l'État a décidé de payer ces militaires? Mais M. Chirouma a donné la réponse dans sa conférence de presse. Il a dit que le pouvoir a adossé sur le soutien des militaires. Vous comprenez bien que, et j'aime bien mon ami Shannon, mais il me prête des idées, j'aimerais qu'il me prête plutôt de l'argent. J'ai jamais dit que c'est normal. Je n'ai jamais dit que c'est normal que les militaires manifestent. Mais je dis simplement, attention de prendre le marteau pour écraser les militaires. Oui, les militaires. Parce que moi, je vous ai dit, je parle ici comme politique. Essayons de comprendre ce que ça signifie, cette sortie, qui est exceptionnelle, mais pas aussi exceptionnelle que ça. Ailleurs, même en démocratie, on a vu des situations. La gendarmerie française a manifesté bruyamment en 2009, quand on voulait rattacher la gendarmerie au ministère de la Défense. La France n'est pas le Cameroun. Le problème de l'intérieur, le problème c'est l'esprit. Pour ce qu'on a pu voir, l'esprit de cette manifestation, sans juger du fond, puisque les éléments, on ne les a pas. L'esprit n'était pas mauvais. Il serait maladroit de punir ces soldats-là. On peut peut-être un rappel de la loi. Par exemple, du règlement militaire. Oui, un rappel de la loi, mais il serait très maladroit de la part des talibans du système qui sont pour qu'on les écrase. Parce que je dis, il ne faudrait pas chaque fois ce n'est pas un problème de système, professeur. C'est un problème étatique purement. Parce que nous parlons, nous donnons nos avis ici, c'est un problème purement étatique. Les militaires ne sont d'aucun parti, l'État n'est d'aucun parti, donc c'est l'application stricte des règles qui relèvent de leur corps. Ce n'est pas un problème de système ni de parti. Professeur, le RDPC, pas vous dites les talibans du système. C'est un problème purement militaire qui Merci pour la précision, professeur. Monsieur Bouba, désormais, si vous m'invitez, vous faites la police du plateau. Ah, justement, je fais la police. Excusez-moi. Vous ne voulez pas une tirade quand vous... Excusez-moi de vous interrompre. Professeur, c'est un échange. Permettez de réagir et vous pouvez réagir. Excusez-moi de vous interrompre. Ça se voit que monsieur Zogo, vous n'avez pas d'argument. Non, mais moi, je vous dis, on peut échanger. Bon, j'étais en train de dire que ces soldats, même s'ils ne sont que 200, comme vous insistez à souligner... Ils étaient 200 ou pas? Enfin, c'est pas ça le problème. Mais ce sont les faits. Ils nous montrent la lune. Oui, vous avez fait ne regardez pas leur stage de journalisme peut-être. Laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Allez-y, terminez. On n'a plus beaucoup de temps, s'il vous plaît. On n'a plus beaucoup de temps. Professeur, terminez, s'il vous plaît. Bon, je dois dire la chose suivante. On ne peut pas, je crois qu'un gouvernement sérieux s'approprie de cette question-là et l'analyse même en dehors de la vue du public. Il faut analyser. Pour voir
comprendre qu'est-ce qui a dysfonctionné au niveau, parce que c'est facile de pointer l'Union africaine. On ne veut pas rentrer dans ce débat, parce que s'il y a désordre, ce n'est pas l'Union africaine qui va en souffrir, n'est-ce pas? C'est le Cameroun et les Camerounais. Donc, j'invite le gouvernement à sortir de son attitude hautaine, d'essayer de suivre ce que ces gens-là disent. Peut-être que d'autres aussi, en uniforme, auraient des choses à dire à ceux qui gouvernent. C'est peut-être l'occasion pour ceux qui décident d'aller à leur rencontre, en dehors de toute vue publique, essayer de comprendre quels sont les problèmes relatifs à la condition militaire dans notre pays. Merci, bonsoir. S'il vous plaît, on va prendre le reportage de la semaine consacré, bien sûr, à cet événement inédit survenu mardi dernier dans les rues de la capitale. Les militaires qui marchent, c'est l'inhabituel. Voici le reportage de la semaine qui porte la signature de Rodrigue Tongue. Voilà, on revient du côté de la régie avec un léger souci avec nos machines pour revoir cette journée folle du mardi. Reportage de la semaine qui porte la signature de Rodrigue Tongue. Voilà quelques petits soucis avec nos machines. On espère que on pourra retrouver cet élément en boîte consacrée, bien sûr, à la marche des militaires. C'était mardi dernier, très tôt dans la matinée, aux environs de 11h du matin. On a été surpris par cette marche inhabituelle. Environ 200 militaires de retour de la mission des Nations Unies, mission du côté de la République centrafricaine. Le motif de la marche, il parle des arriérés de leur prime, qui s'élève à environ à 8 mois. Peut-être qu'on ne pourra pas avoir cet élément cette semaine. On va poursuivre avec le débat. Avec vous maintenant, vous n'avez pas suffisamment parlé sur la question. Jean-François Chanon. Avant le mouvement d'humeur des casques bleus de retour de la Centrafrique, il y a eu l'affaire Camerco, des centaines de passagers qui disposent d'un ticket de voyage, mais qui ne peuvent pas voyager faute d'avion. Vous me demandez de parler de Cameco? Oui, on est sur Cameco là maintenant. C'est une crise sociale. Ça sert à rien de créer une agence de voyage quand on n'a pas les moyens de créer une compagnie aérienne, même si on peut l'appeler agence de voyage. Parce qu'en fait, Cameco n'existe pas. Il ne faut pas se leurrer. Elle n'existe pas. Elle n'a pas d'avion. C'est le minimum pour faire une compagnie aérienne, c'est d'avoir des avions et pouvoir assurer les lignes qu'on s'est données. Si on n'a pas, on ferme. On attend quand on aura les moyens pour le faire. Et non de créer l'ordre, de troubler l'ordre public comme ça s'est vu l'autre jour. Supposons que tous ces gens qui ont manifesté à Ouarda l'autre jour brûlaient effectivement les locaux. Vous voyez le cycle de violence dans lequel on aurait pu arriver, ça s'appelle troubler l'ordre public. C'est Cameco qui a troublé l'ordre public à ce niveau-là. Si on n'a pas les moyens, l'État doit arriver à faire le diagnostic clair. Pour vous, la tentative des passagers de mettre le feu à l'agence Camerco à Yaoundé n'est pas justifiée? Si c'était des passagers. Non, moi je sais pas. On revient au débat qui avait lieu tout à l'heure. Est-ce que ceux qui sont allés manifester avaient raison ou pas, etc. Moi j'ai dit, ils n'avaient pas raison parce que c'est des militaires. Ils n'ont pas le droit de marcher dans la rue. On leur a expliqué que l'argent était comme ça, parce que ça crée une jurisprudence. Notre armée aujourd'hui, que demain, ceux qui auront les problèmes diront que les autres ont fait, on ne les a justement pas punis, et qu'effectivement, nous aussi on peut marcher. Donc maintenant, pour revenir à Camerco, vous me dites, est-ce qu'ils n'avaient pas raison de le faire, etc., etc. J'ai dit, c'est Camerco qui n'a pas le droit de dire que je vais transporter des passagers pour Paris et qui n'arrive pas à le faire. C'est Cameco qui a la faute. Et c'est l'État du Cameroun qui est propriétaire de Cameco. Comme je m'en ai dit, l'État a tort dans cette affaire. Pourquoi créer une agence alors qu'on n'a pas d'avion? C'est une question de fierté simplement.
Il y a d'autres États qui ont pris la décision de dire on va gérer une politique claire de compagnie aérienne qui sera une vitrine pour le pays. L'Éthiopie l'a fait. Le Kenya le fait. Hein? Au moins pour citer ces deux pays-là. À un moment donné, les pays qui nous ressemblent, au moins en Afrique, comme la Côte d'Ivoire, ils ont compris que Air Ivoire ne pouvait plus marcher. Ils disent, on ferme Air Ivoire. On a d'autres priorités, mais on va travailler avec d'autres compagnies des pays amis qui viendront desservir. Ah bon? Enfin, j'arrête. D'accord, docteur Félix Zogo. Docteur Félix Zogo, le préfet du Fundi, qui se déporte sur les lieux et qui promet un vol le lendemain, alors que la direction générale de Camerco est silencieuse et le ministre en charge du transport et lui également, rien de ce côté-là. Comment comprendre un tel mutisme des responsables en charge de ce volet? Écoutez, il n'y a pas de mutisme, puisque vous-même vous le dites, le préfet a parlé. Le préfet, c'est une autorité publique qui est arrivée là. Je suis d'accord avec Shannon. Camerco, c'est l'État du Cameroun qui est actionnaire unique de Camerco. Donc Camerco, à part l'autonomie fonctionnelle et la personnalité juridique et l'autonomie financière qui lui est accordée, eh bien c'est l'État. Ça, nous sommes parfaitement d'accord, c'est la volonté de l'État. Ici, le préfet a pris la parole, il a pris la parole au nom de l'État. Mais permettez-moi simplement de dire un peu, réagir à ce que Shannon relevait. Non, Camerco a des avions. Camerco a 3 avions. Si Camerco a 3 avions, il faut dire qu'il a 3 avions. Il ne faut pas dire qu'il n'a pas d'avion. Et après... Mais 3 avions, c'est pas suffisant. Voilà, nous évoluons donc maintenant. C'est-à-dire il a 3 avions et ces 3 avions ne sont pas suffisants. Il faut éviter de dire des choses qui peuvent passer dans l'opinion. On ne crée pas une compagnie, une compagnie aérienne avec 3 cela avions. voudrait donc dire que le Camerco a... Les standards sont connus dans le monde entier. On ne crée pas une compagnie aérienne avec 3 avions. À partir de là, donc, on peut... Et si on est d'accord au moins avec Félix Zogo, on ne crée pas une compagnie aérienne. C'est-à-dire avec les standards internationaux. Ça va, je peux continuer. Non, je voudrais que vous clarifiez la précision. Vous n'avez pas d'avion. Vous avez la différence entre ne pas avoir d'avion et ne pas avoir suffisamment d'avions. Vous faites de la mauvaise foi là. Non, vous faites de la mauvaise foi. Vous savez foi. très bien qu'avoir 3 avions pour une compagnie aérienne, ça veut dire qu'on n'a pas d'avion. Si vous le dites de la manière... Vous le savez, les standards sont connus. Non, si vous le dites de cette manière, M. Shannon, alors vous privez ceux que nous sommes ici, n'est-ce pas, de pouvoir poser un diagnostic sur ce qui s'est passé. Lorsqu'on a dit que Camerco a 3 avions, et lorsqu'on a donc dit que ces avions sont insuffisants, en nombre insuffisant, on peut donc se poser la question de savoir comment se fait-il que, n'est-ce pas, on crée une compagnie qui n'est que 3 avions. Et nous pouvons ainsi avancer dans l'édification de notre opinion publique, au lieu de passer par des raccourcis. Donc, Camerco a 3 avions. Camerco a donc 3 avions. Ces avions, il y a un concours de circonstances qui a voulu que tous soient paralysés. Les compagnies, effectivement, qui se comportent comme de véritables compagnies, ont ce qu'on appelle des plans de contingence. Cela veut dire, les avions sont faits pour tomber en panne. Ils sont faits pour avoir des incidents. Il y a des incidents pratiquement à chaque décollage, à chaque atterrissage. Mais les compagnies ont des plans de contingence et ces plans de contingence leur permettent de réagir dans des délais vraiment brefs pour pouvoir résoudre le problème. Comment se fait-il que le plan de contingence, s'il existe à Camerco, ne puisse pas fonctionner, alors même que l'on sait que cette compagnie, après être renée, dès lors qu'elle a pu renaître de ses cendres, des cendres de Cameroun Airlines, a proposé un plan de relance. Un plan de relance qui a obtenu l'aval du chef de l'État pour le cautionnement d'un financement permettant de renflouer la flotte de Camerco à hauteur de 8 à 9 appareils, et si on y met les MA60, à hauteur d'une dizaine d'appareils. Donc, comment cela se fait-il que, après, je ne sais pas combien de mois, après l'approbation par le chef de l'État de ce plan de relance, qui, je le précise, ne demandait pas à l'État de débourser les fonds publics, mais simplement de garantir, de cautionner à hauteur, c'était 26 milliards, et le chef de l'État a dit pousser à 30 milliards. Pourquoi jusqu'à présent on n'a pas ces fonds? Voilà la véritable question, à mon avis, qui mériterait d'être posée. Pourquoi jusqu'à présent Camerco ne dispose pas de ces fonds? Très bien. Nous sommes allés sur le terrain. Nous travaillons sur ces dossiers-là depuis très longtemps. Mais d'abord, le préfet du Fundi
a dit que les avions vont arriver parce que le directeur général de la CAMER avait obtenu de ses partenaires ailleurs que les avions arrivent. 2 avions sont arrivés et vous savez que ces Camerounais, ces passagers ont pu voyager. Alors, faisons retour en arrière. Camerco naît comment? Il y a eu une bataille à l'époque entre M. Simi Meigné, ministre des Finances, et Karim Wade. Non, pardon. J'ai trop travaillé sur le Sénégal. Je suis influencé par Karim Wade. Et le ministre de l'économie d'alors, quand je dis parce qu'il était à l'économie, M. Louis-Paul Montaze, le chef d'État aurait confié en son temps à M. Simi Meigné de s'occuper du dossier Camer, parce que Camer naissait du processus de liquidation, le Camerco naissait du processus de liquidation de Camer. Et le ministre qui gère les liquidations, c'est le ministre des Finances, et Simi Meigné, qui a entrepris de piloter. Mais le ministre de l'économie, M. Montaze, avait créé un comité au ministère de l'économie pour gérer le dossier de la lance de Camerco. Les logos ont été trouvés, les couleurs, etc. Très rapidement, que voulez-vous démontrer? Alors, je voudrais démontrer que non seulement Camerco n'a pas assez d'avions, mais n'a même pas de patrimoine. Parce que les bâtiments, les terrains laissés par la défunte Camer devraient d'office revenir à Camerco. L'État devrait s'occuper de la dette laissée par la Camer. L'État s'était engagé à apporter 1 milliard de subventions annuelles à Camerco. 1,5 milliard par an. Ils ont donné une fois, ou je ne sais pas 2. Donc, Camerco est né avec des tares congénitales. Et aujourd'hui, le Congo, les pays qui se respectent ont 9 avions. Le Congo, Brazzaville, est en passe d'acquérir 4 nouveaux avions, au moins 10 avions. Nous n'avons que 3 avions, 3 vieux avions. Est-ce que c'est sérieux? L'équipe dirigeante actuelle de Camerco a concocté un plan de relance qui a été destiné au chef de l'État. Le chef de l'État a apporté son quitus à ce plan de relance et a demandé qu'on octroie sur les 26 milliards que l'équipe de Camerco, le conseil d'administration, avait approuvé, a demandé. Le chef de l'État a dit porter ça à 30 milliards. 30 milliards. Parce que le président a dit pourquoi toujours arrondissez. Ça a été dit. Ça a été relayé dans le monde entier. C'est pour cela qu'en France, on a saisi l'un des avions l'autre jour parce que les Blancs ont dit, on a appris que le chef d'État a demandé. Mais le chef d'État a demandé d'aller emprunter. Mais on aurait dû laisser les dirigeants de Camerco aller s'endetter, même sur le marché international. Jusqu'à présent, vous ne dites pas ce qui s'est passé. Voici ce qui se passe. On n'a plus beaucoup de temps. Écoutez, il nous reste moins de 5 minutes. Le secrétariat général des services du Premier ministre et le secrétaire général adjoint de la présidence de la République viennent de demander à l'équipe dirigeante de Camerco de stopper. Alors que le président de la République a accepté, a donné un quitus sur le plan de règlement qui a été présenté. Et au moment, moi je vais vous surprendre. Bouba, vous permettez. Je vais vous donner ce document si vous n'en avez pas. Juste un extrait rapidement. Voilà. Pour la République du Cameroun, le secrétaire général des services du Premier ministre et pour le du Canada vient de créer, monsieur D. Van Divelu vient de créer une nouvelle compagnie aérienne qui va s'appeler Camra Aviation. Donc lui, Paul Montaze, pour le compte du Cameroun peut-être, voici les documents, vient de créer quelque chose qui va remplacer la Camerco. Donc vous voyez, donc le président, il faut faire remettre la Camer, mais Montaze, je m'excuse d'avoir appelé Karim Wade, pense qu'il faut tuer la Camer. Et aucun sou de l'argent qui doit être débloqué n'a été débloqué. Et au moment où on obtient d'une banque Cameroun de débloquer plutôt 25 milliards en tranche, le responsable de la présidence et du Premier ministère demandent au conseil d'administration et à la direction de Camerco de surseoir et d'attendre. Voilà là où on en est. Il nous reste 3 minutes. 3 minutes pour le professeur, une pour l'autre et pour vous. La 4 directeurs généraux en 4 ans, est-ce que Camerco est voué à l'échec selon vous? J'intervenais ici comme politique. Je voudrais poser la question à nos amis du RDPC qui gouvernent gouvernement. Ce pays qui ne répondez pas. Je vous en prie. Ne répondez pas. Qui boue.
que vous allez arrêter la spirale de l'échec. On a baptisé Camerco l'étoile. L'étoile du Cameroun. Regarde. Je pense une succession de directeurs. On a baptisé Camerco l'étoile. Et je sais que le ministre Chirou voit que l'image du Cameroun est bafouée. À travers... j'ai entendu dire, le février dit 2 avions vont arriver. Mais 2 avions qui arrivent. Mais quand les gens viennent acheter un ticket pour voyager, ils n'achètent pas les problèmes entre le ministre Motaze et je ne sais plus qui. Ils veulent voyager. Les gens ont passé des jours sans être pris en charge par Camerco. C'est ça qui est scandaleux. Et c'est, voilà, simplement, le foot vous a dépassé. Okay. On ne sait pas que nos amis du RDPC sont courageux parce qu'on est encore devant les Camerounais avec toutes ces chaînes de chefs. Vous avez l'avantage on termine. C'était pareil. Je crois que le problème Camerco est d'abord un problème de management parce que le secteur aérien est rentable, oui. Est-ce qu'il est rentable au Cameroun? Oui, puisque les autres compagnies ont fait plus que trier leur nombre de liaisons. Leur liaison, et c'est une ligne très rentable. Et Camerco a l'avantage de monopole avec Air France, des lignes directes avec Paris où vont beaucoup de nos compatriotes et où vivent beaucoup de Camerounais aussi. La ligne est rentable. Et on ne comprend pas de faire partie des nationalistes qui voyagent toujours par Camerco. Parce que je veux assumer la camerounité, même quand c'est médiocre. Mais il y a un sérieux problème de management à la tête de Camerco. Et je crois que l'État actionnaire aussi n'est très efficace. L'État actionnaire devrait suivre au jour le jour ce genre d'entreprises qui connaissent des difficultés. Parce que à force, prenez l'exemple de la direction générale actuelle. Il est venu trouver une situation difficile. Entre-temps, il semblerait qu'il a recruté plus de 200 nouveaux emplois au lieu d'en licencier. On peut de 1000 personnes pour 1 ou 2 ans. Ils ont un plan de relance. C'est ce qui est dit. Merci, cher monsieur. Toujours est-il qu'il y a un vrai problème de management, y compris, et d'ailleurs le messager avec le soutien d'un certain nombre de journaux. Moi, je suis étonné par rapport aux décisions de gestion qui sont prises actuellement, qui vont tout dans le sens de redressement. Je sais bien que la plupart des journaux sont équipes dirigeantes. On voit très bien de Camerco. Ah non, excusez-moi, moi je viens de dire ici. Le messager, vraiment, en moins d'une minute. Mais je le dis simplement à M. Atemingue que je ne le suis pas dans sa réflexion maudite. Simplement parce que. C'est ce que je lis tout le temps. C'est ce que je lis ces derniers temps. On a beaucoup de temps. En 1 minute, allez-y rapidement. Quand quelqu'un est stigmatisé sur un plateau de télévision de manière particulière, permettez que je. Mais comme vous êtes... Attendez, M. Atemingue, vous faux. Bon. Il dit que ce que vous dites là, c'est un faux coup. Simplement, moi j'ai dit le scoop, même d'ailleurs que j'ai vu sourire Félix Roux quand il parle de lui, Paul Motaye, c'est qu'ils sont au ministère de la communication dans un conflit avec lui. C'est pas un scoop, on mais parle je dis effectivement, c'est Complément, je ne peux pas l'exprimer sur la M. Atemingue. On a pris beaucoup de temps. La parole. Allez-y, terminez. Vous voulez prendre la parole à monsieur. Je n'insiste pas à prendre la parole absolument, mais je dis que je ne peux pas accepter que M. Atemingue dise sur ce plateau que le messager soutient la mauvaise gestion de Camerco. Si ça en est un. Alors, que faut-tu faire pour que le... Moi, je suis simplement d'accord sur le simple fait que le scoop qu'on vient de nous donner, l'autre, est une bonne nouvelle. C'est-à-dire justement du bon travail. S'il faut éliminer Camerco et donner à une autre compagnie. D'accord, merci. On va recevoir Ebel Odiga comme on l'a promis en début d'émission pour parler d'attentat. C'est le 9e attentat suicide que vit le Cameroun depuis le 12 juillet dernier. Linga, après protocole Marois Kerewa, le choix de pour ce double attentat fortuit. Oui, effectivement, bonjour à tout le monde. Il faudra le
peut dire. Le choix de Kolofata n'est pas fortuit. Vous savez bien, met en place le secteur 1 de la force multinationale à Mora. Mora est à 17 minutes de route de Kolofata où ces islamistes ont frappé. Donc l'islamisme est là de faire la population qui ici pour l'en demande de l'installation de cette force mixte, mais par sa attentat, la peur, celle de voir par l'institution d'une fin probable. Est-ce que sur le mis en place les pouvoirs publics est déjà constant? Est-ce qu'on peut parlant du le va mettre plus de 8000 hommes et ceci annullera déjà mis en place notamment le dispositif camerounais dans la lutte contre cette l'opéralisation. Il faut signaler que les trois secteurs secteur 1 pourra à Gamba, ville récurremment des affronts et sur les rives dessinées sur une carte. Pourquoi après de je ne sais pas si qui fait classement plus sur cette peine de mort. Aminou, bonjour. Alors, quelques petits Aminou qui pourtant étaient de l'extrême nord par le gouvernement de cette région en partance pour Kolofata. Alors vous, en attendant peut-être que la technique essaye de repérer Aminou, on me signale que cette fois il a Oui, Aminou. Voilà, nous avons Aminou en image là. Allô? Oui, Aminou, vous... Alors, Oui, Aminou, vous trouvez déjà du côté de Kolofata. Quelle est la situation là-bas? Oui, c'est qu'il faut retenir du côté de Kolofata. Hier nuit, sont venus attaquer quelques boutiques, ont cassé plusieurs gravats et emportant quelques denrées. Et ce matin, il y a des expositions à Kolofata, dans la ville de Kolofata. 8 personnes et faisant plus de vingtaine de blessés dans la ville de Kolofata. Donc, ensemble, le gouverneur de la région de l'extrême nord, M. Midiawa Bakari, avec Général Bouba et Général Kodi Zakop, sont tous arrivés à Kolofata avec entrée de de Kolofata et quelques blessés qui se retrouvent à côté de l'hôpital. En même temps, le gouverneur est en train de demander à la population de prendre des dispositions pour ne pas avoir encore le même problème qu'on a eu. Et les parents ont utilisé la méthode avec des jeunes filles qu'on attachait le bombe sur leur reine, mais maintenant c'est des jeunes garçons qu'on a en train d'utiliser pour
faire de dégâts qu'on a constaté ce matin du côté de Kolofata. Merci Aminou de glaner le maximum d'informations pour les téléspectateurs de Canal 2. Dernière question avant de partir. Est-ce que la situation actuellement est sous contrôle du côté de Kouta? Oui, ce qu'il faut dire, vous savez que les éléments de nos forces de la défense sont plus nombreux que du côté de Kolofata, Tirawa. Et vous savez que nous avons les hélicos, nous avons le général Bouba qui est installé avant-hier de côté de Mora, et tous en train de prendre des dispositions. Et vous savez que les mesures de sécurité sont éléments très forts de côté de la région de l'extrême nord, et plus particulièrement Kolofata, Pawa, Amchité, et Mora, et Fotokol, et tous les environs. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'encore, même les soldats tchadiens qui viennent en aide sont aussi également du côté de Kolofata et Krawa. Donc nous sommes sûrs cette fois-ci, peut-être ils vont changer de stratégie, nos militaires vont changer de stratégie pour contrecarrer ces mauvais gens, ces gens qui sont en train de faire de frères et des amis. Voilà, merci Aminou. Je reviens à vous et Belle Oliga pour sortir. Est-ce qu'on doit comprendre que Boko Haram est soufflé quand on varie les tactiques comme ça? Au regard de ce qui se passe, la secte islamiste Boko Haram est essoufflée. Le général de brigade, le général de division Ilyassou Issa Abba, qui commande la force multinationale, nous a rassuré que la ceinture de différentes forces en présence, notamment l'armée nigériane qui est désormais sur le théâtre des opérations, qui est revenue sur le théâtre des opérations, a verrouillé les voies de ravitaillement secte islamiste. Donc, ils n'ont plus de munitions, ils n'ont plus assez d'hommes au regard des défaites cuisantes dont je vous parlais face à face à l'armée camerounaise ou l'armée tchado ou la force de coalition tchado-camerounaise. Donc ils sont essoufflés et en entrant véritablement dans la symétrie, ils présentent justement ces signes d'essoufflement là en causant plus de dégâts avec moins de pertes. Notamment ces hommes qui entrent désormais dans les attentats suicides, ces hommes qui n'ont plus de munitions, qui ne peuvent qu'aller en tant qu'armes humaines pour pouvoir créer la crainte en causant d'énormes pertes au niveau des populations qui sont la cible, notamment parce qu'ils veulent faire peur à la population. Leur guerre, c'est une guerre psychologique. On sort par là avec on a la chance d'avoir un enseignant qui donne des cours à l'école de guerre. Alors, laissez la polémique, docteur Zogo. Pour vous, votre réaction à la suite de ce 9e attentat de Boko Haram sur le territoire camerounais? Disons que c'est une situation plus que préoccupante. Chaque fois qu'on enlève la vie à des compatriotes, on se dit toujours ça aurait pu être nous ou un de nos proches. Donc on a de la peine et on est traversé par un sentiment de solidarité vis-à-vis des familles éprouvées. Mais sur le plan maintenant de la gestion de cette situation à nos frontières, on doit simplement souhaiter que l'on soit moins péremptoire, qu'on travaille et que ceux qui prennent la parole publique sur cette affaire soient moins péremptoires et qu'on travaille, qu'on laisse ceux qui sont sur le terrain travailler. Parce qu'il y a parfois des déclarations qui pose quelques problèmes. Soyons moins péremptoires, laissons ceux qui sont sur le terrain travailler. Merci pour ce propos et merci également à toute la grosse équipe technique déployée pour vous permettre d'avoir ces informations. Merci à Aminou qui a effectué le déplacement de Kolofata. Merci également à Carole qui a fait des pieds et des mains pour rendre cela possible. Et 1000 fois merci à l'équipe qui s'est occupée de la réalisation sous la houlette de Dominique Billina, Thierry Camto, Hervé Doubin, Richie Ndada, Léonard Dombou, j'en oublie certainement d'autres. Merci d'avoir regardé la rediffusion de ce programme. Madame, Monsieur, c'est lundi quand il sera à 23h. D'ici à là, gardez le sourire. Bien le bonjour.